Joachim anime pour nous ici le cours de dépannage lors du stage. Quand mon père t'a présenté ce matin, il a un petit peu exagéré les choses. Tu dis que de vraies légendes circulent sur toi. Rétablis la vérité. Qu'est-ce que tu as déjà fait en matière de tout-terrain? J'ai fait du Team Trophy durant un certain nombre d'années et j'ai aussi pratiqué le trial pendant une période de plusieurs années consécutives. Et j'ai également été instructeur tout-terrain chez Mercedes-Benz pour divers événements clients. C'est ainsi que l'on finit par accumuler énormément d'expérience au fil du temps sur le matériel spécifique qui peut nous sortir de situations particulièrement difficiles. Et surtout, tu as fait l'acquisition pour nous d'un Xtura, que tu as déjà eu l'occasion de tester toi-même sur le terrain. Et tu t'es dit, tiens, j'aimerais vraiment vous proposer un complément idéal pour votre stage de conduite. Je l'ai testé moi-même et on a justement fait l'essai pratique dehors tout à l'heure. Et maintenant, on a tout ce matériel ici sur la table. On a composé un pack complet. On va maintenant passer tout ça en revue, point par point. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Fidèle à la devise, quand on roule en tout terrain et qu'il n'y a personne à la ronde, il vaut mieux avoir l'équipement que d'en manquer. C'est dans cette optique que nous avons composé ce pack tel qu'il est présenté ici. Certains disent parfois que c'est excessif, mais après la partie pratique du stage de dépannage, ils sont généralement tout à fait convaincus que tout ce qui se trouve ici est vraiment utile et nécessaire. Et si on range tout correctement, ça rentre, à l'exception des plaques de descensablage, dans le coffre latéral, situé juste en bas du Xtura. C'est un point vraiment très important. Exactement, on range tout ça dans la caisse qui se trouve juste ici, sauf la boîte à outils qui est complètement à part et le sac bleu qui est aussi à part, mais sinon tout le reste rentre dedans. Alors, le tout premier élément sur notre liste, La petite boîte à outils, je pense qu'on n'a pas besoin de trop l'expliquer, si pas grand-chose. Il existe beaucoup de boîtes à outils sur le marché. Et on a délibérément choisi une boîte à outils complète de chez Würth, car cette marque est connue depuis plusieurs décennies. Elle occupe aujourd'hui la place de numéro 1 dans le classement des outils que les artisans professionnels choisissent pour leur chantier. On s'est dit que ce qui est bon pour les pros ne peut pas être mauvais pour les amateurs et les camping-caristes. C'est pour ça qu'on a pris cette boîte à outils Würth, tout y est. Voici absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour surmonter les petits imprévus et pépins avec le camping-car. Ce n'est certes pas une boîte conçue pour effectuer une révision complète, mais elle contient tout le nécessaire au cas où un élément viendrait à se casser sur votre véhicule de loisir. À l'exception de ce qui concerne les roues et les pneus, et là aussi, on a fait confiance à la marque Würth. Si je peux anticiper, vas-y, je t'en prie. on a ici une clé dynamométrique vraiment robuste et de qualité dans le... C'est important, étant donné que les grandes roues du Xtura doivent impérativement être serrées à 180 Nm. Et là, un outil de bricolage classique est souvent vite dépassé. Et nous proposons également toute une gamme de douilles spéciales avec revêtement intérieur, conçues spécifiquement pour protéger nos jantes en alu coûteuse, pour que les jantes et les boulons ne perdent pas leur peinture lors de l'utilisation de ces outils. Ce serait en effet vraiment regrettable de les abîmer. C'est pourquoi elles sont revêtues à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien, on a déjà vu les 3 premiers points. La caisse à outils, la clé dynamométrique et les douilles à choc, c'est fait. Ensuite, on a la scie pliante japonaise. Elle est où? Ici? Non? On l'a juste ici devant nous. Et elle n'est pas là pour tailler des bonsaïs japonais, mais c'est un fait avéré. La plupart des gens qui débutent en tout terrain ont toujours tendance à ne regarder que vers le bas. Il y a le chemin, comment je passe avec ma voiture. Et oh là là, le chemin est un peu accidenté. Et puis, ils s'aperçoivent soudain, avec de gros bruits de grincement, que si la voiture bouge un peu en bas, elle oscille aussi en haut. Et tellement plus encore? Bien plus encore, oui. 5 cm en bas se multiplient sur les 3 mètres de haut du véhicule pour atteindre plus de 30 cm en haut. Et quand mon store fait connaissance avec les branches, c'est généralement pas très beau. On peut donc utiliser cette scie à l'avance pour dégager l'une ou l'autre branche du chemin. Et si la branche est un peu plus récalcitrante, alors on prend la hache. Exactement, c'est la suite. C'est précisément la raison pour laquelle elle se trouve ici. Elle ne devrait absolument manquer dans aucun véhicule tout-terrain. Et comme cela peut aussi arriver en pleine obscurité, il y a également une petite lampe de poche très puissante qui vient de chez Würth aussi, parce que c'est vraiment le fournisseur de référence incontournable. Elle a donc vraiment, il faut bien le dire, qu'est-ce qui est écrit exactement pour la puissance en lumens? Beaucoup. Beaucoup. Ce n'est pas écrit.
800. C'est une vraie bombe, cette lampe. Elle offre un éclairage vraiment excellent et elle garde cette intensité lumineuse durant une très longue période. Ensuite, on a notre caisse en alu. Bon, on l'a déjà vu en bas, pour que tout le matériel soit bien rangé ensemble et qu'il ne se balade pas partout. Ces caisses en alu, il en existe aussi des tas de modèles différents sur le marché. Je peux aussi sangler cette caisse en alu sur le toit de la voiture. Elle possède un joint en caoutchouc extrêmement robuste tout autour. Quand je la ferme, elle est aussi étanche à la poussière. Et elle a un cadre renforcé à l'extérieur pour que, si j'ai un petit accident, je ne torde pas tout de suite le couvercle. Nous avons encore à notre disposition des manilles, à la fois des manilles souples et... Des manilles en acier. Exactement. Pourquoi? Je pourrais dire qu'elles n'existaient pas encore quand j'ai commencé le tout-terrain, que c'est pour ça que j'ai toujours celle-là dans la voiture. Non, la raison est la suivante. D'abord, il faut absolument installer des points d'ancrage sur son Xtura Dovra Norens, peu importe, quand on achète le véhicule pour faire du tout-terrain. Ces points d'ancrage sont en acier et ils sont tranchants à l'intérieur. Et si je faisais passer une telle manille textile dans un œillet en acier au bord tranchant, eh bien, regardez ce qui se passe là. Si j'y applique 2 tonnes de traction, alors elle finit par se couper. C'est pourquoi il est tout à fait logique d'installer ces manilles en acier sur le véhicule. Elles pendent alors exactement comme nous l'avons déjà montré dans un rapport Xtura, à l'avant du véhicule comme de véritables anneaux de piercing. Déjà, si on les choisit dans les bonnes couleurs, ça a de l'allure. Et deuxièmement, je les laisserai toujours là parce que ça m'évite de bidouiller pendant des heures quand j'en ai vraiment besoin. Dans ces manilles, je peux ensuite, pour attacher une corde, enfiler la manille souple et y fixer la corde. Ou alors, j'ai déjà une corde avec une extrémité en manille. C'est alors bien sûr encore plus simple. Ensuite, je prends toute la corde, je la passe à travers la manille. Elle se serre toute seule. C'est basé sur le principe du nœud de pendu à la Clint Eastwood. Ça ne peut pas s'ouvrir, même si je tire de toutes mes forces. Et voilà, c'est exactement comme ça doit être. Le truc est fixé à la voiture et j'ai ma sangle à l'intérieur. L'autre raison d'utiliser une manille en acier, c'est surtout lorsqu'on se retrouve dans l'obligation de devoir dévier la trajectoire de la sangle. Il est important de noter que tous les obstacles ne sont pas toujours situés pile devant moi dans l'axe. Et bien souvent, je ne peux pas tout déplacer de manière directe dans cette direction précise. Il peut y avoir une souche, une grosse pierre ou autre chose sur le chemin. Il me faut donc dévier légèrement ma sangle vers le côté. Et cela signifie concrètement, si tu fais l'arbre et que tu maintiens fermement la manille, que je dois pouvoir tirer toute ma corde à travers cette manille. Ici, ça glisse avec très peu de friction. Et si au lieu de la manille en acier, je décidais d'utiliser une manille textile beaucoup plus souple, je pourrais alors créer une pression énorme. Du textile contre du textile sous pression génère une friction incroyable. La friction produit de la chaleur, la durée de vie de la sangle s'en trouve considérablement réduite. D'où la manille en acier. D'où la manille en acier. Mais pourquoi garder la manille souple? Les manilles souples existent car elles sont bien plus faciles à manipuler. Par tous les temps. Parce que ici, le problème, c'est le filetage métallique. Beaucoup font l'erreur de visser cette manille à fond avant de l'utiliser. Et après, ils n'arrivent plus jamais à l'ouvrir. C'est pourquoi il faut visser la manille, puis la desserrer d'au moins un quart, ou mieux, d'un demi-tour. Pas d'inquiétude, elle ne s'ouvrira pas à l'usage. La manille souple est bien plus simple à manipuler. Il est beaucoup plus léger. Et je peux travailler bien plus facilement lorsque je réalise des raccords de cordes ou, comme on vient de le voir, lorsque je viens attacher la manille au véhicule. Beaucoup de fabricants de cordes font déjà leurs extrémités de sorte que la manille soit incluse. C'est une invention géniale, mais elle n'est pas utile dans tous les cas. On a les manilles, exactement, 3 mètres de corde carbone performance tout-terrain. C'est ce qui est écrit ici. On l'a en main, son nom est génial, non? Oui. Oui, en fait, notre propre véhicule possède 2 angles distincts situés juste ici à l'avant, et nous avons dans chaque coin. Il nous faut un anneau de remorquage solide et au mieux une manille déjà bien installée.
Si jamais notre véhicule tombe en panne, et vous l'avez d'ailleurs filmé hier lors de l'entraînement pratique sur le terrain, alors on place toujours, pour bien ménager le véhicule et pour ruser avec la géométrie, un point de corde ici, un autre point de corde à l'autre coin opposé, puis on guide doucement la corde vers l'avant, Oui, c'est ça. présentant une forme en I, pour ainsi dire, et c'est précisément ici que l'on vient fixer la sangle de remorquage à proprement parler, qui est reliée au véhicule de dépannage. Cela signifie que la sangle que j'accroche ici, je l'accroche à nouveau avec une manille en acier, parce que j'ai là encore le moins de friction possible s'il doit bouger. Ça veut dire que mon véhicule de dépannage n'est pas toujours pile en face de moi. La plupart du temps, il est quelque part à droite ou à gauche. La manille glisse d'avant en arrière sur la sangle en hic. Et j'ai toujours, à tout moment, sur les deux anneaux de remorquage, la même charge de traction, c'est-à-dire que je décharge le châssis de mon véhicule de 50% par côté. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a cette sangle de 3 mètres, car elle suffit pour aller d'un anneau à l'autre, ce qui fait, je crois, 1,60 m sur l'X-Tourer. Et puis j'ai une partie vers l'avant, et alors la sangle de 3 mètres est largement assez longue. Pourquoi avons-nous aussi la sangle de 5 mètres avec nous? Eh bien là, on va compléter tout ça. Nous avons la sangle de 5 mètres et celle de 10 mètres en version flexible. Et nous avons la sangle de 10 mètres en version rigide. Et On a montré hier, lors de l'entraînement au remorquage dans le sable, quelles sont les différences entre la sangle rigide et la sangle flexible. On a parlé de la théorie ce matin, du fait qu'il y a différentes conditions de sol, sable, boue et neige, qui ne diffèrent que par la couleur, la consistance et la température, mais qui sont identiques en termes de conduite. Et dans les trois, on peut s'enliser magnifiquement sans s'en rendre compte au premier abord. Si j'ai ensuite un véhicule tracteur qui veut me sortir de là, qui se déplace sur le même type de sol et que je travaille alors avec une sangle rigide signifie en gros que je tire jusqu'à ce que la sangle soit tendue, puis j'accélère. Si je commence à accélérer trop tôt, soit j'arrache l'œillet de remorquage de mon véhicule de dépannage, soit j'arrache mon propre crochet d'attelage ou n'importe quel point où la sangle est fixée au véhicule. Avec les sangles flexibles, c'est différent, elles fonctionnent en fait comme un élastique. D'abord, j'étire la sangle et à un moment donné, elle atteint son point d'élasticité maximale et là, elle catapulte, pour ainsi dire, on parvient à sortir le véhicule complètement hors de cette boue épaisse. Et comme on n'a pas toujours énormément de place, il faut bien prendre le temps de faire le calcul exact. J'ai ici mon véhicule qui est coincé. J'ai ma sangle en équilibre de 3 mètres, donc je suis à environ 2 mètres devant le véhicule, là où l'équilibre commence. Ensuite, j'ai 10 mètres de sangle et dans le pire des cas, encore 7 mètres de véhicule tracteur. oui, c'est ça. On en est déjà à 20 mètres et il faut bien avoir cet espace devant. Et si je ne les ai pas, je prends simplement la sangle de 5 mètres. Oui, c'est ça. Parce que si je prends celle-ci, en la doublant, je parviens également à réduire son élasticité de moitié. Et l'effet élastique propre à la sangle flexible est ainsi totalement annulé. On a vraiment pu voir ça de façon frappante hier, la différence que ça fait entre rigide et élastique. Maintenant, voyons voir. Alors, on a celle de 3 mètres pour relier, celle de 5 mètres et celle de 10 mètres. Oui. Aussi bien en version flexible qu'en rigide. Usage de la rigide? J'utilise la rigide sur tous les types de sols qui ne sont pas meubles, D'accord. sur les pierres et les éboulis instables, et c'était, je pense, une expérience vraiment marquante pour vous hier, quand un véhicule reste bloqué dans une pente très raide, et qu'il faut absolument le tirer vers le haut. Si je fais ça avec une sangle flexible, il va prendre de l'élan, franchir la crête d'un coup et au pire, percuter l'arrière du véhicule de dépannage. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est pourquoi la sangle rigide est absolument indispensable. Et c'est très important pour ceux qui vont en Islande si on se retrouve soudainement bloqué dans un gué rempli de pierres de toute taille. Par exemple, si le bras de suspension accroche un rocher de la taille d'un ballon de médecine. Dans ce cas, je ne veux surtout pas être tiré par-dessus avec de l'élan. On fait ça très 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 doucement. Ces sangles rigides sont faites pour ça, car elles ne s'étirent absolument pas. Et ainsi, il n'y a aucun risque que le véhicule tracteur ne prenne trop de vitesse. C'est tout aussi important quand je dois dégager un obstacle, comme notre rocher lors de l'exercice pratique. Là aussi, j'utilise la sangle rigide, car on ne veut pas que le rocher prenne soudainement de l'élan et vienne percuter mon véhicule de dépannage. Ensuite, nous avons la pompe ARB, le kit de gonflage et le kit de réparation de pneus. Je crois que c'est là-bas.
Ou est-ce qu'on l'a aussi par ici? Ah si, là. Pour la pompe, je ne sais pas trop. Voici le tuyau. Mhm, Voici le manomètre. mhm. Oui, il faut bien surveiller la pression quand on gonfle. On peut le voir très facilement ici avec le manomètre. Et nous avons ici le kit de réparation de pneus. Il existe sur le marché automobile tellement de façons incroyables de réparer des pneus. Mais très peu d'entre elles conviennent aux pneus tout-terrain. Nos pneus tout-terrain, par leur épaisseur, jouent dans une toute autre catégorie qu'un pneu de voiture classique. Si jamais je roule sur un objet qui crève vraiment ce pneu, je devrais alors utiliser d'autres moyens plus efficaces qu'une simple bombe anti-crevaison ou ce genre de gadget. C'est pourquoi il existe le kit de réparation de pneus ARB. ARB est une société australienne qui s'appelle Australian Rescue Boarding ou quelque chose comme ça. Ils viennent tout droit de l'outback australien et quand on sait qu'on peut ne pas trouver de station-service sur 600 km, on peut attendre longtemps les secours. Je crois que je me suis un peu trompée tout à l'heure. Nous n'avons pas de compresseur ici. Ce que j'ai dit n'est pas tout à fait exact. Exactement, on a le tuyau et le manomètre. Le compresseur lui-même n'est pas inclus dans notre pack car il doit être installé. On ne peut pas le mettre dans notre caisse. Le compresseur lui-même, il en existe un qu'on peut brancher au véhicule avec un câble de 12 volts. Il n'est évidemment pas aussi puissant que celui que l'on peut installer de façon fixe dans la voiture. Il est crucial de laisser le moteur tourner quand on l'utilise car il sollicite la batterie du véhicule. Et la batterie du véhicule ne fait pas 2 fois 330 ampères-heure comme notre batterie auxiliaire, mais bien moins. Il faut donc toujours laisser tourner le moteur de la voiture quand on utilise ce genre d'équipement. Nous avons maintenant passé en revue les articles que nous avons inclus dans notre pack. Il nous reste encore 2 articles individuels. Nous avons l'air jack et aussi nos plaques de désensablage. Commençons par l'air jack. Oui, c'est vraiment mon petit préféré de loin. Nous connaissons tous l'histoire, de la toute première fois où vous l'avez essayé. On s'est fait remonter les bretelles parce qu'on ne l'avait pas, on ne l'avait pas fait tout à fait correctement. On a pourtant la documentation qui explique comment faire. Je crois que vous l'avez même déjà filmé ou quelque chose comme ça. On peut très bien le voir ici sur l'image. On peut soulever des voitures avec cet air jack. Il peut supporter une charge de 4 tonnes et demie. On peut donc soulever l'Xtora sans problème, même par l'essieu arrière. Il faut juste savoir où le placer. Ça se place au niveau de la fixation des ressorts à lame devant la roue arrière. À l'avant, ça peut poser problème si vous avez pris l'option des marchepieds rétractables. Il faut alors veiller à s'éloigner suffisamment des rails métalliques des marchepieds, parce qu'ils sont tranchants et pourraient l'endommager. Il faut donc le placer un peu plus vers l'intérieur. Mais ce n'est pas si grave, car le véhicule est bien moins lourd à l'avant qu'à l'arrière, donc ça fonctionne vraiment très bien. Et comme nous l'avons montré hier lors de l'exercice de sauvetage d'urgence, cet air jack peut littéralement vous sauver la vie si vous restez bloqué sur une pente raide. Parce que si je suis en pente et que le sommet est tout proche, mon véhicule tracteur se trouve en haut et le véhicule bloqué est juste ici. Et je tends alors une sangle de remorquage d'un point A jusqu'à un point B. Ensuite, je tire forcément le véhicule coincé par-dessus la butte car il ne peut pas s'enfoncer dans le sol. Et là, on utilise l'air jack comme une sorte de poulie de renvoi. En haut, on fait passer la sangle par-dessus et on peut hisser la voiture sans effort sur la butte. L'air jack roule avec et il supporte cette pression sans aucun problème. Peut-être juste un mot. Sur son utilisation, on le gonfle simplement avec ça. Il y a une sorte d'entonnoir qu'on place sur le pot d'échappement. Ça monte vraiment très vite. Si on accélère un peu, c'est fait en un clin d'œil. On peut aussi le gonfler avec un compresseur si on en a un sous la main. Exactement, oui. Et la grosse erreur que nous avons commise la première fois qu'on a essayé de l'utiliser, c'est qu'on a soulevé l'essieu arrière, sans avoir bloqué les roues avant. Eh bien, c'est dû à la conception de Mercedes. Vous n'y pouvez pas grand-chose. La transmission intégrale 4x4 de Mercedes est gérée électroniquement. La voiture roule, en mode normal, c'est une simple propulsion arrière, et le train avant s'enclenche seulement quand c'est nécessaire. Ce sont les boîtiers de commande qui gèrent ça, pas le conducteur. Et il y a ce phénomène commun à tous les véhicules, même les tractions. En fait, le frein à main n'agit généralement que sur l'essieu arrière. Donc, si jamais je soulève l'arrière, je dois impérativement caler les roues avant des deux côtés avec ces cales jaunes, pour être certain que la voiture ne bouge plus du tout. Si on ne le fait pas, le risque est grand. On vient de le soulever et tout à coup, le véhicule décide de se faire la malle.
Et ça peut vraiment mal se terminer avec l'Ixtura, car s'il glisse du sac et que ses protections latérales en plastique tombent dessus, cela risque vraiment de les abîmer. Et c'est une chose que nous pouvons tout à fait éviter. Il nous reste un dernier élément, les plaques de désensablage. Oui, On en a justement une de prête là-bas, on peut l'utiliser. commençons d'abord par la plaque elle-même. C'est parfait qu'elle soit disposée comme ça. D'une manière générale, quand on utilise une plaque de ce type, il est absolument nécessaire de parvenir à la glisser sous les roues du véhicule qui sont en train de patiner. On peut y arriver en creusant un peu, ou alors en soulevant le véhicule pour glisser les plaques dessous. On peut aussi s'en servir comme d'un pont, c'est pour ça que c'est bien qu'elle soit là. On trouve des plaques comme ça au salon Abenteuer Allrad ou sur Internet pour 50 ou 60 euros, parfois en promo, les 4 pour 120 euros. Ici, je crois qu'une seule coûte ce prix-là. Et il y a une raison simple à cela. Je peux monter dessus avec mes 100 kilos sans aucune crainte. Et même bien plus encore, hier, un conducteur de Dovra me disait qu'avec son empattement long, il restait bloqué dans les creux. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, construis-toi un pont. Tu peux le faire avec 3 plaques comme celle-ci. Tu en poses une comme ça et la suivante à l'envers, juste par-dessus. Et la troisième, tu viens la poser délicatement d'ici jusqu'au milieu de l'autre. Ensuite, tu l'attaches solidement avec de bonnes sangles qui supportent une capacité d'au moins 1,5 tonne de pression. Et ensuite, tu passes dessus avec ton dover. Mhm. Ce que j'ai trouvé être un bon argument hier pour les clients avec des vérins, c'est très simple. Mhm. Ils sortent leur vérin, placent la plaque dessous s'ils sont coincés, redescendent et sont sur la plaque. Oui, c'était donc un nouvel argument en faveur des vérins. Mais je ne le ferai pas du tout ici sans un accessoire particulier. Mhm. Et ce qui vaut pour les vérins vaut aussi pour le cric, et tu es justement appuyé sur cet accessoire. C'est en fait le cadre métallique auxiliaire adapté aux plaques de désensablage ARB, un cadre de support en métal sur mesure. Je peux donc le prendre tel quel, avec les trous prévus ici qui ont été conçus pour s'adapter parfaitement au picot de la plaque. On le voit très bien. On le pose et cela ne risque plus de glisser. Ensuite, mon vérin peut prendre appui là et ainsi je n'abîme pas mes plaques de désensablage. C'est le tout premier point important. Si jamais je n'ai pas de vérin à disposition, je prends le mien, voilà. Je le pose simplement ici, par-dessus. Et je commence à pomper. Ce cric a une hauteur de travail maximale de 65 cm. C'est une solution correcte, sachant que les points d'appui du cric sur l'Ixtura à l'arrière, c'est très simple à trouver, puisqu'il s'agit de l'essieu arrière. Je vais sous l'essieu arrière, on est à 32 cm. Avec ce montage, on est probablement déjà trop haut. Alors il se peut que je pose juste ce truc dans le sable et le cric par-dessus. Ou bien je me construis une petite tour comme celle-ci et je vais à l'avant du véhicule. Là, j'ai 3 points d'appui différents pour le cric, comme l'indique Mercedes. Il y en a un à 51 cm, un à 53 et un à 60 cm. 60 cm, c'est directement le châssis. Si j'ai 65 cm de hauteur plus 10 cm de support, ça fait 75. 60 cm pour le point d'appui, il ne me reste donc que 15 cm de marge. Et là, la roue devrait être levée. Le débattement sur le Sprinter est en fait de 18 cm. Au pire, je devrais creuser un peu sous la roue. Il est en fait beaucoup plus simple de prendre une deuxième plaque et de venir la poser directement dessus car elles sont spécialement conçues par-dessous pour pouvoir s'emboîter parfaitement aussi avec ces petits trous et ces picots. C'est-à-dire que dès que je pose une plaque sur l'autre, elle vient s'enclencher et elle ne bouge plus du tout. Et ensuite, je monte tout ceci et je suis assez haut sans aucun problème. Tout est absolument parfait. Et vraiment, ça marche. Bon, on a fait le tour de cette immense table d'accessoires. Merci beaucoup pour tes explications. Avec plaisir. Ça a vraiment enrichi notre stage de conduite tout-terrain. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, car c'était véritablement la version avancée, Mhm. ceux qui savent le conduire doivent maintenant se dégager. Merci beaucoup de faire ça avec nous. Avec grand plaisir. Reviens l'an prochain en te disant « Waouh, c'est épuisant Oui, mais mais ce n'est pas parce que c'est fatigant que ce n'est pas agréable. c'est agréable.
C'est très agréable. Et je ne voudrais pas oublier de mentionner Dieter Schlichterle ici, mon partenaire pour la formation pratique au tout-terrain qui participe lui-même au stage en ce moment. Ne l'oublions pas. Un grand merci à Dieter également, Qui, avec son Unimog, a encore une fois qui montre de manière impressionnante avec son Unimog tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Je trouve ça génial qu'il l'ait apporté. Oui. Et comme je l'ai dit, tout ce matériel, on n'en a besoin que si on n'a pas été attentif pendant le stage, Mhm. car en dépit de tout le matériel sophistiqué qu'on a ici, capable de nous tirer de presque n'importe quelle situation, le meilleur dépannage est celui que l'on n'a absolument pas besoin de solliciter. Mais si on en a besoin, il vaut mieux l'avoir que d'en manquer. C'est pour cette raison précise que cet équipement est tout à fait pertinent, d'un point de vue pratique pour l'utilisateur final. Sur ce, nous allons tout de suite recommencer les exercices pratiques dehors, d'accord? Oui, oui, On va tout mettre en pratique ensemble et on va encore vraiment beaucoup s'amuser, comme hier. je l'espère bien, oui. Merci beaucoup. De rien. Si vous avez aimé la vidéo, vous trouverez plus d'infos sur notre site web et surtout sur notre site dédié au salon pour les événements à venir et les véhicules. Vous pouvez toujours nous trouver chez nous. À l'entreprise, nous avons tous les véhicules exposés sur place ou lors des prochains événements. Adventure Allrad et Adventure Southside.